Bonsoir et bienvenue dans cette présentation de DxO Photolab, les premiers pas avec DxO Photolab. Je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur et formateur indépendant. Et je collabore avec DxO depuis un certain nombre d'années, notamment pour la rédaction des guides utilisateurs de tous leurs produits, y compris celui de la DxO One. Donc des guides utilisateurs dont je vous conseille la lecture parce qu'ils sont très bien faits. C'est pas pour me jeter des fleurs, bien évidemment, mais souvent on a tendance à pas lire la doc et vous trouverez tout un tas d'informations complémentaires avec ce manuel, ce guide utilisateur qui a été refondu récemment, qui est beaucoup plus illustré qu'avant. Il y a également des tutoriels qui sont disponibles sur la DxO Academy. Alors ces tutoriels n'ont pas encore été mis à jour pour Photolab. Ça fera partie des projets de 2018. Quoi qu'il en soit, il reste tout à fait valable. Alors vous connaissiez tous DxO Optics Pro jusqu'à la version 11 incluse, donc qui est un logiciel de traitement de fichiers RAW et dont le nom a changé en octobre avec cette nouvelle version qui s'appelle dorénavant DxO Photolab. Pourquoi? Parce qu'elle inclut maintenant la correction locale. Vous avez pu le voir dans l'actualité. On a un pinceau, on a les fameux U-Point qui sont issus des technologies Nik Software. Le programme est en train de devenir une véritable chambre noire numérique à votre disposition. Photolab consiste en quoi? C'est tout simplement un logiciel de traitement d'images, de fichiers RAW, comme je vous l'ai dit au départ, et qui présente un certain nombre de particularités. Premièrement, son mode de fonctionnement qui repose sur des automatismes, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez un fichier RAW dans Photolab, celui-ci va subir, entre guillemets, un certain nombre de corrections grâce à ce qu'on appelle un autoréglage, l'autoréglage par défaut DxO, qui va tout simplement corriger la tonalité, c'est-à-dire l'exposition, le contraste. Ça va également corriger le bruit, les couleurs de l'image, notamment en protégeant les couleurs qui sont déjà très saturées. Et à cela va s'ajouter également le module optique DxO. Alors à l'écran, vous pouvez voir une fenêtre qui s'affiche, qui s'appelle télécharger les modules optiques DxO, et qui est une fenêtre qui va apparaître lors de vos premiers temps d'utilisation du programme. Alors ces modules optiques DxO font quoi? Eh bien, il faut savoir que DxO, qui est basé à Boulogne-Billancourt, près de Paris, qui est une entreprise française, pas beaucoup de Français semblent le savoir, mais voilà, DxO c'est bien une boîte française. Donc DxO a un laboratoire et dans ce laboratoire, elle fait des analyses de couple boîtier-objectif et elle crée des modules optiques qui sont ensuite intégrés dans le logiciel. Alors ces modules optiques vont corriger quoi? Ils vont corriger essentiellement les défauts des objectifs, à savoir le vignettage, la distorsion. Et il va également y avoir ce qu'on appelle la netteté de l'objectif, c'est-à-dire l'optimisation du piqué des images. Et ça, on va en reparler un petit peu plus tard. D'accord? Alors donc, lorsque vous ouvrez DxO Photolab pour la première fois, vous voyez ce genre de fenêtre avec la liste de tous les couples boîtier-objectif qui ont été détectés dans vos images. Alors ça s'adresse essentiellement à des fichiers RAW bien sûr, parce que les JPEG qui sont directement issus de boîtiers sont, à de rares exceptions près, déjà traités par l'appareil photo. Et donc on ne va pas appliquer deux fois une correction optique, celle du fabricant de l'appareil et celle de DxO. Donc rappelez-vous que ces modules sont pour les fichiers RAW essentiellement. Donc vous avez la liste et vous avez qu'à cliquer sur télécharger. Alors évidemment il faut être connecté à internet et cette fenêtre fonctionne, elle s'affiche automatiquement. Bien entendu dans les préférences vous avez également la possibilité de désactiver cet affichage automatique et d'aller chercher vous-même vos modules optiques DxO. Donc je vais tout simplement cliquer sur les boutons télécharger pour vous montrer comment ça fonctionne. Et en fait, une fois que les modules optiques sont chargés, la mise en service est immédiate. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le programme ni quoi que ce soit pour pouvoir les exploiter. Et évidemment, toutes ces corrections optiques dont je vous ai parlé sont appliquées automatiquement à vos images. Alors je vous rappelle bien évidemment que pour que ça fonctionne, il faut que la connexion internet soit active. Alors DxO Photolab, ça ressemble à quoi? Alors ici on a la version pour Mac. D'une manière générale, la version PC lui ressemble
ressemble presque totalement. Il y a quelques petites exceptions, notamment la manière dont les dossiers et les projets sont gérés ici dans l'onglet organisé. Et il y a également quelques particularités concernant certains détails qui sont liés à l'environnement Windows ou Mac. De manière générale, les deux versions fonctionnent exactement de la même manière et si vous faites des corrections sur la version Mac par exemple, bien entendu, si vous expédiez votre fichier RAW avec le petit fichier annexe .dop à quelqu'un qui a une version PC, il pourra voir et bien entendu reprendre toutes vos corrections. Évidemment, le moteur de traitement est le même. Et les deux versions du logiciel sont ce qu'on appelle cross-platform, c'est-à-dire que les fichiers traités dans l'un peuvent être traités dans l'autre. Donc voilà pour le fonctionnement général. Donc ce soir, vous allez voir essentiellement la version Mac. Vous voyez, quand je passe le pointeur de la souris sur l'image, on a ce petit panneau qui apparaît, qui est en fait exclusif à la version Mac. Vous voyez, il y a des petites différences de ce genre. Alors DxO Photolab est composé de deux onglets. Un onglet organisé, et un onglet personnalisé. Alors l'onglet organisé, ça va être un petit peu le gestionnaire de vos images. Alors que les choses soient bien claires, DxO Photolab n'a pas pour vocation de cataloguer vos images ou de classer vos images. Vous avez ce qu'il faut pour assurer le flux de travail, c'est-à-dire que à gauche, dans ce volet, vous allez pouvoir chercher les dossiers qui sont sur votre ordinateur, qu'il s'agisse de l'ordinateur interne ou tout simplement du disque dur interne ou tout simplement de disque dur externe ou de serveur RAID, peu importe. Vous avez accès aux dossiers qui sont présents sur votre ordinateur et vous avez également ce qu'on appelle les projets. Alors les projets, je vous encourage à les utiliser lorsque vous travaillez dans Photolab, tout simplement parce qu'il s'agit en fait de dossiers virtuels. Vous créez des projets, vous rassemblez un certain nombre d'images dans ces projets, vous pouvez les glisser, déposer, ou alors lorsque vous sélectionnez des photos, comme ceci par exemple, vous voyez là j'ai sélectionné les 5 premières photos en bas à gauche, je fais clic droit et là vous voyez je peux créer un projet à partir de la sélection courante ou tout simplement ajouter la sélection d'images à un projet déjà existant dont on voit la liste ici à droite. Donc en fait l'avantage des projets c'est leur souplesse d'utilisation parce que une même photo peut faire partie d'autant de projets que vous souhaitez. Donc je vous encourage vraiment de travailler avec ça. Donc à gauche on a ce volet qui s'appelle l'explorateur de sources, au milieu la zone d'affichage de l'image, le viewer, et en bas l'explorateur de fichiers. En fait quand vous sélectionnez une source, vous voyez ici j'ai sélectionné projet qui s'appelle 01 général, je les numérote pour avoir ma propre séquence de travail. Là on a 48 photos et ces 48 photos effectivement sont présentes dans l'explorateur de fichiers en bas. Et vous voyez avec la molette de la souris je peux me déplacer dans mes images. Sachez également que l'interface de Photolab est hautement configurable, hein. Vous avez la possibilité de l'utiliser sur deux écrans. Vous pouvez détacher par exemple l'explorateur de fichiers. Vous voyez si je vais dans le menu affichage en haut, je sélectionne détacher l'explorateur d'images. Alors bien sûr il y a des raccourcis clavier, hein, mais personne ne s'en rappelle jamais, donc je préfère vous montrer le logiciel par l'intermédiaire des menus. Donc vous voyez je clique sur détacher l'explorateur d'images et on voit toutes mes vignettes qui sont regroupées dans une fenêtre flottante qui en fait peut être positionné sur un autre écran pour dégager de la place pour pouvoir travailler et profiter de la surface maximum de son moniteur. Évidemment si je veux faire l'inverse, amarrer l'explorateur d'images, vous voyez, je le sélectionne dans le menu et je me retrouve ici en bas avec mes images. Alors voilà pour l'onglet organisé. Il n'y a pas de fonction d'importation directe de photos dans DxO Photolab, donc il faudra que vous importiez vos images sur votre disque dur à partir de la carte mémoire, donc avec un lecteur de carte et un utilitaire associé, et sinon après au niveau de la gestion du travail, donc l'onglet organisé. Alors je passe maintenant dans personnaliser. Alors l'onglet personnalisé, c'est celui qui en fait va vous permettre de travailler sur vos images. Pareil, on retrouve notre explorateur de fichiers, donc on a notre projet 01 général qui est sélectionné et donc on voit le contenu dans la partie personnalisée. À gauche, on a des palettes déplacées, zoomées. Vous voyez si par exemple je zoome dans la photo à 100% par exemple comme ceci,
On voit dans la palette déplacer zoomer ici un petit pavé qui va me permettre de naviguer dans mon image, hein. Donc vraiment des fonctionnalités très classiques. Juste en bas, j'ai une palette EXIF qui m'affiche les principaux paramètres de prise de vue. Vous voyez, là, je peux saisir éventuellement le nom de l'auteur et également mon copyright. Si vous souhaitez zoomer dans l'image, vous avez différentes possibilités. Vous voyez, si je vais en haut, par exemple, j'ai des valeurs prédéfinies. Vous voyez, si je suis par exemple ici à 75%, si je veux revenir à un affichage ajusté à l'écran, je clique tout simplement sur le bouton en haut. Alors bien évidemment, il y a tout un tas de raccourcis. On a également un mode plein écran. Vous voyez, si je fais comme ceci, je bascule en mode plein écran, c'est-à-dire que l'image va occuper toute la surface de l'écran dans le sens de la hauteur. Alors évidemment, le rapport largeur-hauteur d'une photo 24-36 n'est pas la même que celle d'un écran 16 neuvième ou 16 dixième qui est plutôt dédié à la vidéo, ce qui explique pourquoi vous avez des bandes grises à côté. Il n'empêche qu'on peut quand même travailler dans l'image, on peut également zoomer, on peut également comparer, vous voyez, avec l'image originale et l'image après traitement. On peut splitter en deux parties, vous voyez, donc à gauche on a l'image originale sans aucune correction, et à droite l'image avec la prévisualisation des corrections. Et bien entendu, on peut déplacer notre barre verticale, on peut passer également à une barre horizontale comme ceci. Et on a également la possibilité, si on a créé des copies virtuelles qui permettent d'avoir plusieurs versions de la même image, on peut bien évidemment également, vous voyez ici, comparer avec une image de sortie ou une copie virtuelle. On peut également utiliser ce mode comparaison rapide avec la touche D ou tout simplement en cliquant dessus, vous voyez. Alors je vais désactiver le split, vous voyez, ça c'est l'image avant, l'image après, et ça c'est les fonctions qu'on va retrouver en mode d'affichage normal, hein. Là je rappelle qu'on est en mode plein écran, et en bas à droite vous pouvez voir un certain nombre de boutons. Vous voyez, si je clique sur celui qui est vraiment dans le coin en bas à droite, j'ai une petite palette qui s'affiche, qui me rappelle les informations EXIF, et j'ai un panneau de navigation, parce que si je zoome dans la photo, je vais pouvoir en fait me déplacer dans l'image. Vous voyez, donc ici je zoome à 100% avec le raccourci commande plus 1 sur Mac et contrôle plus 1 sur PC. Vous voyez, alors je peux naviguer à la souris de cette manière. Sinon, je peux saisir le petit pavé en bas à droite dans le panneau navigation et me promener de la même façon. Et si je clique sur le point d'interrogation, j'ai un certain nombre d'informations de raccourcis clavier qui sont affichés. Et là, j'ai la possibilité d'écréter le statut de l'image que je vais conserver, ou si c'est une image que je vais rejeter. Et également, je peux lui attribuer une note en étoile. C'est-à-dire que j'ai quand même des outils de tri dans DxO Photolab. Donc voici pour le mode plein écran. Donc je vais revenir à l'affichage normal, et là c'est la même chose. Vous voyez, si je veux splitter l'image en deux, même chose, je clique sur le bouton en haut à gauche et je peux déplacer ma barre verticale. Je dispose également du mode comparé avant-après, donc je retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'en mode plein écran. Mais pour faire du tri, de la vérification, de l'analyse d'image, hein, je vous encourage à utiliser le mode plein écran, comme ça vous n'êtes pas par toutes les palettes d'outils. Alors les palettes d'outils, elles sont extrêmement nombreuses, parce que même si je vous ai dit que Photolab fonctionne essentiellement sur le principe des automatismes, on a également bien entendu la possibilité de reprendre à la main un certain nombre de corrections. Alors vous avez une première palette qui s'appelle outils essentiels et qui regroupe les outils que vous allez utiliser à la base de votre traitement de fichiers RAW, donc on va en faire le tour tout à l'heure. Et certains de ces outils sont également répartis dans d'autres palettes comme couleur, lumière, géométrie. Vous voyez, vous avez la courbe de tonalité, la palette détail pour tout ce qui concerne la netteté de l'optique par exemple. Et si vous avez d'autres logiciels DxO installés sur votre ordinateur, comme par exemple DxO Viewpoint qui permet la correction de perspective et de déformation de volume, et bien ces outils apparaîtront au sein de Photolab automatiquement.
et seront intégrés à votre flux de travail en RAW. Tandis que Viewpoint, par exemple, utilisé de manière indépendante, ne peut pas ouvrir directement de fichiers RAW, uniquement des fichiers bitmap de type JPEG ou TIFF. DxO FinPack, même chose pour la simulation de grains argentiques et pour l'application d'effets créatifs. On va retrouver tous les effets dans la palette DxO FinPack, exactement comme dans l'application en mode indépendant, à la différence que FinPack en mode indépendant, lui, permet d'ouvrir des fichiers RAW. Alors quel type de fichier peut-on ouvrir avec DxO Photolab? Eh bien, tout simplement les fichiers, la plupart des fichiers RAW du commerce, à l'exception toutefois de tout ce qui concerne les dos numériques, moyen format, qui ne sont pas pris en charge par Photolab. En ce qui concerne la prise en charge des fichiers RAW, donc ni les moyens formats, ni les fichiers qui sont issus des capteurs X-Trans de Fuji. Alors pour quelles raisons? Non pas que DxO fasse la tête à Fuji, c'est pas du tout ça, mais disons que les capteurs X-Trans utilisent une technologie qui est particulière et pour pouvoir l'exploiter pleinement à 100%, il faudrait réécrire le moteur de traitement du logiciel, ce que DxO ne fait pas, enfin en tout cas à la date d'aujourd'hui, sachant que DxO n'a pas pour politique d'utiliser ou de proposer des solutions approximatives, car les fichiers X-Trans sont pris en charge par certains logiciels concurrents, certes, mais ils ne sont pas non plus pris en charge de manière optimale, tout simplement parce que leur code ou leur moteur de traitement n'a pas été réécrit totalement pour ce type de capteur. Donc voilà pour clore le chapitre Fuji, et j'ai vu passer une question aussi. Le format DNG, alors le format DNG est accepté bien entendu depuis OptiX Pro 11 voire même 10 il me semble, en tout cas OptiX Pro 11 c'est sûr. Alors attention, pour les formats DNG, il y a quand même une particularité, c'est qu'il faut que le fichier DNG soit issu d'un boîtier qui est pris en charge par Photolab. Alors pour revenir par exemple à l'exemple des Fuji, si vous tentez de convertir votre fichier Fuji avec le DNG Converter d'Adobe par exemple, et que vous tentez de l'ouvrir dans Photolab, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le boîtier soit pris en charge au départ par Photolab. Donc voilà pour le format DNG. Auparavant, je vous avais parlé donc de l'ouverture des images dans Photolab avec l'application d'un autoréglage. Vous voyez, si je vais en haut à droite, j'ai un bouton autoréglage, je clique dessus et là on peut voir que l'autoréglage qui est appliqué, c'est DxO standard. Donc dès que vous ouvrez l'image, DxO standard s'applique à votre image. Et vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous voyez, vous avez des couleurs neutres ou alors sans correction si vous voulez voir l'image brute. Et vous avez également un certain nombre de modes plus ou moins créatifs ou de rendus créatifs comme portrait et paysage. Vous avez différents types de noir et blanc avec des simulations sur l'image qui est sélectionnée, des ambiances, et si vous avez FinPack qui est installé, vous allez pouvoir également retrouver les effets créatifs de FinPack. Donc voilà pour les auto-réglages. Alors donc c'est bien DxO standard qui est appliqué par défaut aux images. Ces corrections, quelles sont-elles? En fait, d'abord, il y a une correction de tonalité. Ensuite, il y a une correction du bruit qui est appliquée avec protection des couleurs saturées également. Alors, on va retourner dans l'onglet organisé et on va faire un petit peu le tour des outils de correction de DxO Photolab. Alors, je vous ai parlé des automatismes à l'ouverture. Maintenant, on va parler du Smart Lighting de Clearview et la tonalité sélective. Alors je vais choisir cette photo par exemple. Voilà. Alors là je vais la réinitialiser. L'image avec l'autoréglage DxO standard tel qu'elle apparaît à l'ouverture pour la première fois dans Photolab. Vous voyez, si je fais comparer, on a l'image avant et l'image après. Alors il n'y a pas énormément de différence, hormis dans les hautes lumières. Ici à droite, on voit effectivement que l'autoréglage a fait quelque chose. Il a récupéré des hautes lumières. Alors, sur quoi s'est-il basé? Il a tout simplement utilisé un outil, une technologie de DxO qui s'appelle le Smart Lighting. Alors, le Smart Lighting
par défaut fonctionne en mode uniforme. Vous pouvez voir, vous avez un mode uniforme et un mode mesure spot, et en mode léger. Vous avez plusieurs réglages possibles. Vous voyez, si je passe à fort, par exemple, il va me récupérer beaucoup plus d'informations dans le ciel. Et je peux moduler cette correction avec le curseur intensité. Donc vous avez déjà une première approche automatique qui est particulièrement efficace pour corriger la tonalité de vos images. On a également ce qu'on appelle la mesure spot. Alors la mesure spot, en réalité, elle s'adapte au traitement d'images qui comportent des visages. Alors ici, il y a un visage. Je clique sur mesure spot et on va voir s'il se passe quelque chose. En fait, il ne se passe rien. Aucun visage détecté, tout simplement parce que le visage ici est trop petit et masqué par la casquette. Il n'en reste pas moins que je peux quand même cliquer sur l'outil de mesure spot et aller tracer une zone d'analyse sur le visage. Et alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, mais il y a une légère variation de l'exposition qui s'est produite. En fait, la mesure spot, rappelez-vous, c'est pour adapter l'exposition en tenant compte des visages présents dans l'image. Et évidemment, c'est une correction qui est entièrement automatique. Alors je vais repasser sur uniforme et je vais essayer de vous trouver une autre image pour vous montrer comment vous pouvez vous servir à bon escient de cette mesure spot. Alors on va essayer de trouver une photo un petit peu dense comme ici. Alors voilà, on va prendre un exemple comme ceci. C'est un exemple un petit peu empirique, mais regardez, je repasse en mesure spot. Évidemment, il n'y a pas de visage ici, mais regardez, si je trace par exemple un outil de mesure spot ici sur cette partie de l'image. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, il y a de légères variations de l'exposition. Regardez, je vais tracer dans un endroit plus lumineux. Un peu moins lumineux. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est vraiment très, très subtil. Alors, je vais tracer ici au milieu de la lentille de Fresnel. Vous voyez, donc l'image est devenue légèrement plus sombre. En fait, vous pouvez vous servir de cet outil, évidemment, même s'il n'y a pas de visage, un petit peu à la manière des mesures multispot qui existent sur certains modèles d'appareils photo. En tout cas, le DxO Smart Lighting marche plutôt bien, c'est un très bon automatisme. Et si ce n'est pas suffisant, si vous estimez que vous devez intervenir, regardez, je vais revenir à cette photo, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la tonalité sélective, où là on va retrouver un certain nombre de curseurs qui vont agir sur certaines parties de l'image. Vous voyez, je prends mon curseur haute lumière, je le déplace vers la gauche, et vous voyez, j'assombris toute la partie du ciel, ici, pour récupérer des informations à cet endroit. Même chose, si j'éclaircis les tons moyens, je vais agir sur la partie basse de l'image. Même chose si je souhaite éclaircir les ombres. Vous voyez, donc là, je vais éclaircir le personnage. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça reste sélectif, donc le personnage est éclairci, mais ça n'affecte pas le reste. Et la même chose pour le curseur noir. Avant, après, en éteignant le bouton ici, tonalité sélective. Voilà, avant et après. Donc ce sont des outils qui sont efficaces et vous avez également bien entendu dans la palette lumière, vous avez la fameuse courbe de ton qui permet de travailler à l'ancienne comme dans Photoshop. Si vous voulez par exemple appliquer un contraste fort à l'image, allez, je vais prendre une autre photo. Vous connaissez le truc qui consiste tout simplement à donner une forme en S à votre courbe. Vous voyez, pour renforcer le contraste, vous voyez, donc la tête de courbe va agir, va éclaircir, redonner de l'éclat au ton clair, et le pied de courbe, lui, va rendre vos tons sombres plus denses. Donc voilà pour la courbe des tons qui peut être également utile dans certains cas particuliers. Mais en tout cas, sachez que les automatismes, donc Smart Lighting et puis en plus éventuellement la tonalité sélective marchent vraiment très très bien. Alors puisqu'on est dans cette image, vous voyez, il y a un petit peu de ce qu'on appelle de voile. Ce fameux voile atmosphérique, en réalité ici il s'agirait plutôt de brume et également d'une pluie battante qui tombait ce jour-là sur l'estuaire de la Gironde.
Il y a une fonction également proposée par DxO Photolab qui s'appelle Clearview. Et Clearview, c'est tout simplement un outil de traitement du voile atmosphérique. Alors je vais l'activer. Vous voyez, le changement va être assez radical. Vous voyez, donc là, on est à une intensité modérée. En fait, l'image avait déjà été corrigée. Regardez, je la remets à 0. Enfin, je remets à 0. Je réinitialise le curseur qui vient se positionner à sa valeur par défaut sur 50. Et là, on voit qu'il a récupéré énormément d'informations dans le nuage. On voit toute la pluie là qui tombe. Alors, comment ça fonctionne? En fait, il faut savoir que la brume et le voile atmosphérique ont tendance à sabrer, à couper les informations de noir dans vos images. Et en perdant des noirs, vous perdez de la densité, vous perdez du contraste et vous perdez de la saturation de couleur également. Pour ceux qui ont fait de l'argentique, vous vous rappelez du truc, notamment en diapositive, lorsqu'on voulait des couleurs qui claquent vraiment, on compensait, on sous-exposait légèrement pour avoir des couleurs qui claquent. Vous connaissez aussi des pubs de téléviseurs où le narrateur insiste beaucoup sur la technologie OLED et sa capacité à restituer les noirs pour une meilleure saturation, un meilleur contraste, et bien c'est exactement le même principe. Donc voilà DxO Clearview, bien entendu, vous pouvez moduler la correction, toujours avec le curseur intensité. Dans chaque sous-palette, vous avez un point d'interrogation à droite. Vous voyez, si je clique dessus, j'ai un accès direct à la description de l'outil et des différents curseurs qui le composent. Alors ici, il n'y a qu'un seul curseur, mais au moins il vous explique clairement à quoi il sert. Vous voyez, si je vais dans tonalité sélective, par exemple, j'ai un petit peu plus d'informations. Haute lumière, restaure les hautes lumières dans les valeurs négatives ou les rend plus brillantes dans les valeurs positives. Voilà, donc vous avez toujours accès à l'information en permanence dans DxO Photolab. Alors n'hésitez pas à consulter quand vous ne savez pas. Vous avez également ce petit interrupteur que je vous ai déjà montré qui permet en fait de désactiver temporairement une correction. Vous voyez ici je l'allume, le Clearview, et là je l'éteins. En fait, sur Mac, le petit bouton devient bleu et sur PC, il est couleur blanche. Voilà pour Clearview. Je retourne dans l'onglet Organiser. Je vous ai parlé donc du Smart Lighting, de Clearview, des tons sélectifs. Maintenant, on va parler un petit peu plus de détails et de micro-contraste. Donc, je vais aller chercher d'autres photos. Et j'ai également quelques photos très parlantes de Jochen, qui est un photographe allemand, qui est également un collaborateur DxO, qui lui fait les webinaires en allemand et en anglais. Donc, je regarde juste si... Je retourne dans l'onglet personnaliser. Alors je vous ai dit que lorsqu'on ouvrait une image dans Photolab et qu'on appliquait un module de correction optique, on avait également ce qu'on appelle la netteté de l'objectif. Alors la netteté de l'objectif, elle fait quoi? Elle va tout simplement analyser votre image pixel par pixel et elle va accentuer la netteté toujours pixel par pixel. Alors ça veut dire quoi? Concrètement, les objectifs sont toujours très performants au centre et leurs performances ont tendance à se dégrader vers les bords. Alors, ce n'est pas le cas ici puisqu'on a une faible profondeur de champ, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne et le mode netteté de l'objectif le sait parfaitement et donc il est capable d'optimiser la netteté de vos objectifs, quelle que soit la position du pixel dans l'image. Alors, je vais vous montrer un exemple avec une autre photo. Alors, bien évidemment, ça va donner un petit coup de fouet à des objectifs plutôt d'entrée de gamme, c'est clair, mais sachez également que les objectifs haut de gamme vont en profiter tout autant, bien entendu. Alors, je vais aller chercher une photo de Jochen, vous allez comprendre, c'est assez spectaculaire. Je vais zoomer dans la photo et c'est une photo faite avec un 14-24. Alors vous voyez ici, on est en périphérie d'image. Vous voyez, on a les détails de cet immeuble qui sont bien définis. Maintenant, regardez, je vais vous montrer l'image avant correction. Regardez. Vous voyez, comme c'est beaucoup plus flou, regardez, je reviens à l'image après correction avec la netteté de l'objectif. Vous voyez la différence? Je vais passer de l'autre côté. C'est à peu près la même chose. Alors ça, c'est l'image avec la netteté de l'objectif appliquée. Regardez, maintenant, je compare avec la version avant. Bon, c'est moins évident à percevoir qu'à gauche, mais vous voyez quand même que ça fait quelque chose. Alors, bien évidemment, pardon, il y a aussi une correction de l'exposition, etc. Mais on voit bien, en tout cas,
les détails qui sont pas tout à fait nets redevenir bien nets. Alors je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, si vous vous loupez un petit peu dans la mise au point. Regardez cette photo par exemple. Alors ça, c'est pas une photo de l'ami Yoren, c'est une photo que j'ai prise avec un 100-400 sur un bateau qui remuait bien. Et manque de chance, j'ai un petit peu loupé la mise au point. Elle est, je sais pas, légèrement décalée vers moi, ou peut-être que j'ai un petit peu bougé, je sais pas. Mais voyez, regardez, ça c'est l'image donc avec correction de la netteté de l'objectif. Alors je vais aller voir dans la sous-palette concernée, dans la sous-palette détail. Vous voyez, netteté de l'optique est ici activée. On voit que c'est un automatisme parce qu'il y a une baguette magique. Vous voyez, et maintenant je vais désactiver la netteté de l'optique. Regardez. Alors ça c'est avant. Vous voyez la perte de piqué, de définition avant et après. Voilà. Ou alors je peux le faire tout simplement avec le bouton comparer. Avant, après. Regardez la structure notamment dans la voile, la texture ici. Regardez. Avant, après. Voilà, ça c'est la netteté de l'optique. Et même quand la photo est bien nette, que la mise au point a été faite correctement, je peux vous garantir que c'est assez spectaculaire comme effet. Et ce qui est très appréciable, effectivement, c'est également le traitement du bord de l'image. Et là, vous voyez, si je fais une comparaison avant, après, vous voyez la pêche, le contraste que j'ai grâce à cette fonction. Alors bien évidemment, je peux reprendre la correction à la main. Vous voyez, si je prends le curseur global, je le déplace vers la droite, donc je renforce la netteté de façon un peu exagérée pour que ça passe au niveau de la présentation. Et vous voyez, ma baguette magique est désactivée puisqu'on ne voit plus les petites étincelles. Et si je veux revenir au réglage automatique, je clique tout simplement sur ma baguette magique pour appliquer la correction d'origine. Donc voilà pour la netteté de l'optique. Et puis juste en dessous, on a ce qu'on appelle l'aberration chromatique. On va compléter cette partie sur la correction optique. Vous voyez, je vais prendre une autre photo de Yoren. Alors ça, c'est une photo de voiture, ça va plaire à mon ami Olivier qui, je sais, m'écoute et me regarde. Je vais éteindre le panneau. Vous voyez l'aberration chromatique ici? Elle n'est pas corrigée. Voilà, je désactive tout dans le panneau. Vous voyez, maintenant j'active. Voilà, je désactive, pardon. Voilà, donc on voit bien toutes les franges violettes. J'active. Donc si éventuellement il y a des résidus, s'il reste des résidus et que l'automatisme ne les corrige pas de problème. C'est vu la couleur, ce qu'on appelle les franges violettes. Vous avez cette option en bas du panneau. Vous voyez, je clique dessus, frange violette, et là je prends mon curseur intensité et je le pousse à fond vers la droite. Vous voyez, donc mes franges disparaissent quasiment complètement. Je peux également ajuster la taille de la correction et il n'y a aucune perte de piqué. Photolab fait vraiment très très bien son travail. Vous voyez, si je fais une comparaison avant, après, c'est assez spectaculaire. Et vous voyez l'aberration chromatique, elle n'est pas en périphérie d'image, elle peut aussi se manifester au centre de votre photo, parfois dans des endroits de votre image que vous ne pouvez pas soupçonner. Donc voilà pour l'aberration chromatique dans lequel DxO Photolab fait également très bien son travail. Alors on va continuer un petit peu avec la réduction du bruit. Alors la réduction du bruit, comment fonctionne-t-elle dans DxO Photolab? En fait, vous avez deux modes de fonctionnement. Ça va dépendre également de votre version de Photolab, parce qu'il faut savoir qu'il y a une édition essentielle et l'édition Elite qui comporte un certain nombre d'outils additionnels, dont notamment la réduction du bruit DxO Prime. Alors regardez, je vais me mettre dans le mode standard, donc haute qualité rapide. Alors cette photo, elle a été prise avec un EOS 5D Mark III à 12800 ASA. Vous voyez, je vais zoomer dans l'image pour qu'on voit bien le grain. Alors donc ça c'est la réduction du bruit automatique qui est faite par
DxO Photolab. Vous voyez, si je compare avant, après, vous voyez tous ces spots colorés, tous ces pixels colorés, c'est ce qu'on appelle le bruit de couleur ou de chrominance. Et également ce grain ici qui reste après la correction, c'est ce qu'on appelle le bruit de luminance. Mais là, il est déjà corrigé. Alors un bon conseil, quand vous corrigez du bruit, quel que soit le logiciel, et c'est également une recommandation de Photolab, travaillez toujours à 100% pour bien voir ce que vous faites pour éviter de trop lisser vos images. Vous voyez, avant, après, c'est assez spectaculaire. Alors ça, c'est le mode haute qualité rapide. Pourquoi rapide? Tout simplement parce que son action est immédiate à l'écran. Vous pouvez voir en temps réel votre correction. Vous voyez, si vous décidez de passer par les commandes manuelles qui se trouvent dans la sous-palette réduction du bruit, l'action se fera immédiatement. Regardez, je vais lisser le curseur, je vais lisser le grain avec le curseur luminance. Vous voyez, donc l'action est immédiate, ou tout au moins quasiment immédiate, le temps que la correction charge dans l'original. Vous voyez, si je clique sur la baguette magique à droite pour retrouver l'automatisme, vous voyez donc la correction se fait quasiment en temps réel. Par contre, Prime a un comportement différent. Prime, c'est une technologie de traitement de bruit qui a la particularité de préserver parfaitement les détails ainsi que les couleurs de vos images. Et ça met en œuvre des algorithmes qui sont extrêmement puissants et qui demandent beaucoup de calculs qui vont monopoliser la puissance de calcul de votre ordinateur au point que l'effet de Prime ne peut pas être montré en temps réel sur votre image. Vous pouvez le voir que dans cette petite fenêtre d'aperçu qui se trouve à droite. Alors, pour vous montrer un exemple, je vais activer le petit réticule ici et je vais me placer à un endroit particulier de l'image. Vous voyez, je clique dans la photo et là, regardez, à droite, ça charge. Donc, je retrouve l'affichage de cette partie de l'image ici. Et vous voyez, ici, elle est beaucoup plus lissée que dans la fenêtre principale d'affichage. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est lissée ici et pas là? Eh bien, tout simplement parce que là, Prime a été appliqué juste à cette portion d'image. Vous voyez, si je clique dessus, voilà, ça c'est l'image d'origine avec le bruit d'origine et ça c'est Prime. Et là vous pouvez voir d'un point de vue netteté, il n'y a aucune perte et du point de vue de couleur, il n'y a également aucune dérive. Alors l'intérêt de la chose, effectivement, ça va être d'ouvrir la possibilité à la prise de vue de doser les très très hautes sensibilités. Et là, vous pouvez vraiment y aller parce que Prime va très bien marcher. Alors bien évidemment, Prime, on ne va pas l'utiliser lorsqu'on fait des photos à des sensibilités relativement basses, entre guillemets, comme 1600, 3200, voire jusqu'à 6400 ASA, parce que la plupart des boîtiers d'aujourd'hui sont très performants de ce point de vue-là, et la correction haute qualité rapide sera suffisante dans la plupart des cas. Par contre, si vous faites des photos à des sensibilités à partir de 6400 ISO par exemple, et vous faites du street, du théâtre, du stade en nocturne, ce genre d'image, vous avez besoin par exemple de monter la vitesse pour prendre des photos d'athlétisme ou de foot, peu importe, hein, vous allez monter la sensibilité, mais peut-être que vous n'osez pas parce que vous avez peur du résultat, vous avez peur du bruit et que vous préférez conserver la valeur ISO la plus basse possible, quitte à avoir des photos floues. Et bien, avec Prime, tout ça c'est fini, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est vraiment très efficace. Regardez, je vais prendre le pavé, je vais juste le mettre sur le numéro d'immatriculation du bateau. Vous voyez, alors effectivement, on a l'impression que c'est un peu lissé, c'est normal parce que vous avez tellement l'habitude de voir du grain dans vos images à haute sensibilité, le fait de quasiment plus en voir, ça fait bizarre au début, c'est vrai, je l'accorde. Hein. Mais sachez que même avec DxO Prime, vous avez la possibilité d'ajuster également toutes les corrections par défaut à votre goût. Alors Prime, quand est-ce qu'il va s'appliquer réellement? C'est lorsque vous ferez une exportation de votre image. Donc rappelez-vous que DxO Prime ne s'affiche, enfin ses effets ne s'affichent
que dans cette petite fenêtre de prévisualisation. Alors je vais vous montrer un fichier TIFF que j'ai exporté après avoir appliqué Prime. Vous voyez, donc l'image est parfaitement propre, hein. Alors il ne faut quand même pas oublier que c'est une image faite à 12800 ISO, peut-être pas avec l'appareil le plus performant dans ce domaine, hein. Je pense que si j'avais utilisé un des derniers Nikon ou Sony ou même le 5D Mark IV, j'aurais eu des résultats encore meilleurs. Mais vous voyez, il n'y a pas de perte de piqué, de qualité d'image, ni quoi que ce soit. Vous voyez, le ciel ici est propre. Vous voyez, comparé à la correction en mode HQ rapide ici, donc il y a quand même une grosse différence. Donc voilà pour les avantages de la technologie DxO Prime. Alors l'heure tourne, on va voir un petit peu maintenant les outils de retouche locale. On va prendre cette photo, on va retourner dans l'onglet personnalisé. Alors les réglages locaux, c'est quoi? C'est tout simplement toute une brochette d'outils qui vont vous permettre d'intervenir de manière locale sur vos photos, sachant que c'est réclamé par les utilisateurs DxO depuis des années. Voilà, il aura fallu tout ce temps pour tout mettre en place, et vous avez également maintenant l'intégration des points de contrôle, donc des viewpoints qui existaient dans les logiciels Nik Software, qui ont d'ailleurs également été repris par DxO. Pour activer les réglages locaux, c'est très simple, j'ai un bouton en haut, vous voyez, je clique dessus, et là j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent à l'écran. Donc j'ai un panneau qui m'indique les principaux raccourcis du pinceau. J'ai également la possibilité d'ajuster la taille, le contour progressif, le flux, l'opacité, tout ça c'est des choses qu'on va aborder demain. Et en bas sur la version Mac, j'ai également une barre d'outils avec un certain nombre d'outils, la possibilité de créer un nouveau masque. Alors sur PC, en fait, ces commandes sont présentées autrement. Elles sont présentées en haut. Il me semble, il n'y a pas encore la barre d'outils dans la version PC. Alors comment faire pour sélectionner l'un des outils de réglage locaux? C'est très simple. J'ouvre mon image, je fais clic droit sur l'image pour afficher le menu radial. Alors ici, j'ai le pinceau qui était affiché. J'ai également le filtre gradué, le point de contrôle, le masque auto qui permet de peinturlurer un objet dans l'image sans faire attention au bord, et hop, on fait une correction qui va ne pas déborder sur le reste de l'image. Et j'ai également le mode gomme. Alors on va juste prendre pour ce soir l'exemple des points de contrôle. Alors les points de contrôle, c'est quoi? Regardez, je vais essayer d'assombrir cette partie du ciel, de renforcer la présence du ciel sans affecter le bas de l'image. Vous voyez, je place mon point de contrôle dans une image, et là, mon point de contrôle est actif. J'ai un cercle qui délimite l'endroit où l'effet va être appliqué. Alors l'effet va se produire comment? En fait, c'est tout simplement le pixel ou le groupe de pixels qui est survolé par le point de contrôle qui va être pris en compte. D'accord? Donc ça va tenir compte de la luminosité, du contraste et de la couleur de cette zone. Alors si je veux étendre l'effet de mon point de contrôle, vous voyez, je tire sur le cercle et je vais même englober la partie basse de l'image. Ici, j'ai ce qu'on appelle l'égaliseur avec un certain nombre, vous voyez, exposition, contraste, micro-contraste, clear view, c'est-à-dire la correction locale du voile atmosphérique, très utile, vibrance, saturation. On a également la possibilité de corriger localement la température de couleur. On a également la possibilité de renforcer la netteté ou d'appliquer un effet de flou. Alors vous voyez, par exemple là, je vais tout simplement renforcer la présence du ciel à cet endroit. Je prends par exemple mon curseur exposition. Vous voyez, une fois qu'il est sélectionné, il n'y a que lui qui apparaît à l'écran pour éviter d'encombrer en fait l'image. Et j'applique une exposition de quasiment -1 diaph et on voit que ça agit uniquement sur cette portion de l'image et pas en bas. Vous voyez, j'ai poussé un peu le contraste par exemple. Je vais rajouter du micro-contraste dans mon ciel. Et un petit peu, ce que j'aime bien, un petit peu de correction du voile atmosphérique, ça renforce toujours un petit peu les noirs, mais pas trop. Vous voyez, ça n'a pas trop affecté le reste de l'image. Regardez, je vais faire une comparaison. Vous voyez, avant, après, avant, après, avant, après. Vous voyez, donc on garde vraiment le contrôle avec ça. Et de toute façon, on a plusieurs possibilités, hein. On peut ajuster la taille du cercle et on peut également
appliquer, je pourrais appliquer, mais ça une fois de plus, je vous invite à venir le voir demain, un point de contrôle de protection, vous voyez, que je pourrais appliquer en bas de l'image pour empêcher les corrections en haut de venir baver sur la partie basse de l'image. Et je peux aussi appliquer des points de contrôle secondaires, vous voyez, et donc les corrections du premier s'appliquent également à la partie droite de l'image où j'ai placé mon point secondaire, et ainsi de suite. Donc voilà pour cette partie point de contrôle, donc issu de la technologie Upoint. Donc le gros coup de cet automne qu'a fait DxO, donc en reprenant cette technologie et qu'elle va continuer à développer. On va voir peut-être avec une autre photo, on va aller voilà, on va revenir à cette image. Je vais vous montrer un autre exemple de retouche locale. On va parler du pinceau auto par exemple. Donc j'active les réglages locaux. Alors là je suis toujours dans les points de contrôle, mais je fais un clic droit pour afficher le menu radial. Et là je vais prendre mon masque auto. Je vais ajuster la taille de mon pinceau. Et je vais tout simplement peindre sur ce monsieur qui est le dernier gardien de phare du phare de Cordouan, Jean-Paul Aymon, donc qui est un médocain, donc qui habite pas très loin de chez moi, qui est un monsieur très sympathique et qui assure les visites du phare depuis qu'il est à la retraite. Alors voilà pour la petite anecdote. Donc là j'ai masqué sans même m'occuper des contours ni quoi que ce soit. Maintenant on va voir, je prends mon curseur exposition. Vous voyez ? Je remonte l'exposition juste pour déboucher les ombres. Alors vous voyez, quand j'ai passé mon pinceau, évidemment, j'ai débordé. Mais en attendant, comme c'est le masquage automatique, en fait, il détecte les contours et la correction ne va s'appliquer qu'à la personne. Alors évidemment, si vous poussez un peu trop la correction, et encore je ne sais même pas, vous voyez, regardez, ça a très légèrement débordé en bas, tout simplement parce qu'on se retrouve dans des situations de ton sur, parce que évidemment le masquage automatique, il va détecter les différences de ton et de contraste pour pouvoir fonctionner. Donc là c'est une autre application du masquage automatique, mais on reverra ça demain à l'heure de l'apéritif entre 18h et 19h. Donc voilà pour les réglages locaux. J'aimerais également vous montrer la correction des défauts. Alors la correction des défauts, non pas ce château, mais on va prendre cette image que je vais réinitialiser. Oui, parce que j'ai des poussières ici, vous voyez. Donc j'ai des poussières et bien évidemment Optics Pro vous permet de corriger les poussières ou les petits défauts qu'il y a dans vos photos. Alors ce que je vous propose, pour bien révéler les poussières, je vais assombrir volontairement la photo. Donc je vais dans tonalité sélective et vous voyez, je vais assombrir un peu les hautes lumières et un petit coup les tons moyens pour bien révéler les différentes poussières. Maintenant, je zoome dans ma photo à 100%. Et là, vous voyez, je peux me promener dans mon image pour aller détecter mes poussières. Alors, voici une jolie. Je clique sur le petit pansement en haut, vous voyez. Et là, je peux également ajuster la largeur du pinceau. Et je clique sur ma poussière et vous voyez, elle disparaît. Vous voyez, j'ai d'autres poussières ici qui sont à peine visibles, mais qui sont présentes néanmoins. Et vous voyez, ça marche vraiment très très bien. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, là j'ai une autre poussière. Et le pinceau ici n'est pas que circulaire. Éventuellement, je peux l'utiliser pour enlever des petits éléments de l'image. Alors attention, il faut bien faire le distinguo quand même entre la vraie retouche, c'est-à-dire le travail de transformation, de modification de contenu d'image qu'on fera dans un éditeur comme Photoshop par exemple, et ce qu'on peut faire ici avec un outil de suppression de poussière. Bien évidemment, je vais avoir avec cet outil beaucoup de mal à supprimer mon avion ou alors à retirer les mécaniciens qui se trouvent là. Ça, c'est plutôt du boulot de Photoshop. Il n'en reste pas moins que, éventuellement, je peux tenter, vous voyez ici, cet objet ici, je peux tenter de l'enlever, par exemple. Vous voyez, donc après,
Évidemment, si on zoome dans l'image ou en fonction de l'emplacement de l'image, on va peut-être reconnaître que c'est une duplication d'une autre partie de l'image. Cantonner ce travail à la correction de petits défauts. Alors par exemple, si vous avez un oiseau qui passe dans le ciel et qui donne l'impression qu'il y a un défaut ou quelque chose, évidemment, vous pouvez l'enlever avec ce pinceau. Donc vous cliquez et vous pouvez également tracer dedans. Vous voyez, s'il y a une traînée de condensation, là, regardez, là j'ai une autre poussière. Voilà, j'applique la correction. Et si je clique sur voir les masques, je peux afficher tous les endroits où j'ai appliqué ce pinceau de correction. Donc ça, on le verra également de nouveau demain un peu plus en détail et je vous montrerai si on peut arriver à retirer des éléments d'une image. Alors je retourne dans mon onglet organisé. Vous voyez, les 18h57, ça fait 1 heure qu'on tourne, donc on a fait le tour de la présentation et avant même de passer à la session questions, alors normalement c'est une présentation qui est splittée en 2 parties, une demi-heure de présentation, ce qui n'est absolument pas possible de présenter la richesse des outils de Photolab en une demi-heure, donc je déborde toujours, et une demi-heure de questions-réponses. Donc on fera les questions-réponses après si vous voulez bien. Je voudrais d'abord vous montrer autre chose. C'est une autre particularité de DxO en version Elite, c'est la possibilité d'exporter dans plusieurs formats et dans plusieurs endroits différents. Donc regardez, je sélectionne ces 4 photos. En bas à droite, je clique sur export vers disque, tout simplement parce que je vais exporter vers un disque dur. Mais regardez maintenant le petit bouton qui se trouve à droite. Vous voyez, vous avez d'autres modes de fonctionnement. Vous avez export vers application, si je veux envoyer ma photo dans Photoshop par exemple. Export vers Lightroom, alors ça c'est pour le dialogue entre Lightroom et DxO Photolab, puisque DxO Photolab installe un plugin dans Lightroom qui va permettre d'ouvrir un fichier dans Photolab à partir du catalogue Lightroom, et on a également un certain nombre de services ici qui correspondent tout simplement à la plateforme utilisée. Donc là on est sur Mac, mais sur PC vous trouverez également la possibilité de publier vos photos à partir de Photolab sur Twitter, sur Facebook et sur Flickr. Alors revenons à notre export vers disque. Alors donc là on est dans la version Elite. Vous voyez, export vers disque, option. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de sorties qui sont sélectionnées, donc j'en ai 2. Là, j'ai envie de sortir, par exemple, en JPEG qualité 90, par exemple, à un certain endroit. Alors ça, je peux le voir à droite. Traiter en JPEG. La qualité, je peux l'ajuster ici. Là, je peux choisir mon dossier de destination, ou si je clique sur dossier personnalisé, je vais pouvoir créer un dossier en passant par une boîte de dialogue du système. On peut également ajouter un suffixe, alors par défaut c'est -DxO, la résolution, l'incorporation d'un profil ICC, etc. etc. Et ici, j'ai une exportation en TIFF. Donc, j'ai décidé de traiter en TIFF 16 bits dans un autre dossier donc, qui s'appelle METIF DxO. Pareil, je retrouve le suffixe, la possibilité d'ajouter un profil ICC et de supprimer éventuellement les métadonnées EXIF. Donc ces 2 modes d'exportation sont sélectionnés, puisqu'on voit le petit pavé bleu qui est allumé. On a bien évidemment la possibilité de créer autant d'options qu'on le souhaite. Alors vous paramétrez ici à droite et vous enregistrez en cliquant sur ajouter une nouvelle option. Et regardez, là je vais exporter mes 4 photos. On a une petite flèche qui s'affiche ici, je clique dessus et là j'ai le suivi, la barre de progression de mon exportation tout simplement. Donc là j'exporte les 4 images dans 2 formats différents, dans deux dossiers différents en même temps, ce qui est quand même un gain de productivité qui est assez... Donc voilà pour DxO Photolab. Je regarde le programme et l'heure. Donc on a fait le tour du déroulé prévu pour ce soir. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation générale de DxO Photolab. Surtout sur le site de DxO, vous avez la possibilité de télécharger une version de démonstration qui est valide pendant 30 jours. Alors n'hésitez pas à le faire, faites vos propres tests, faites-vous votre avis et je peux vous garantir que vous serez vite convaincu. C'est un excellent programme très complet, très performant, très efficace. Et si
J'en profite, si vous êtes utilisateur de Lightroom par exemple, eh bien pourquoi ne pas utiliser le meilleur des deux mondes avec le catalogueur d'un côté et le traitement des images dans Photolab. Ça vous permet d'ouvrir un champ de possibilités qui est immense, avec un flux de travail qui est peu contraignant, parce que DxO a vraiment soigné le dialogue et l'échange entre les deux programmes. Même si au bout d'un moment il faudra quand même sortir du flux de travail au RAW, sachez simplement qu'on a besoin des informations du fichier RAW uniquement pour les traitements de base. Ensuite, quand il s'agit de faire du créatif ou de la retouche, on n'a pas besoin d'un fichier RAW, il faut un bon fichier TIFF, voire même JPEG, pourquoi pas. Voilà. Donc, merci pour votre présence, pardon, et pour ceux qui veulent voir comment fonctionnent les réglages locaux de Photolab, je vous invite à me retrouver demain, dimanche, à 18h tapante. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.